monde, bienvenue au show des agents libres. David Corbeil, comment ça va? Ça va bien, toi, Jean-François Charles? Ça va très bien, ça va très bien. On fait différent aujourd'hui, Corb. Je te mets dans un milieu où est-ce que tu es moins à l'aise un peu. Moins à l'aise, tu dis. Écoute, j'aurais jamais pensé en débutant le podcast qu'on irait vers ce type de discipline, sport-là, mais qui sait, je vais te laisser nous le présenter. Ben, en fait, l'idée m'est venue à cause d'Anthony Marcotte, Ouais. c'est un de ses amis, puis c'est Pat Laprade, en fait, spécialiste dans la lutte, la WWE. Vous avez bien compris, ceux qui nous suivent régulièrement, on s'en va vers la lutte. Donc, moi j'ai été un fan plus jeune, moins présentement, mais ça m'intéresse quand même. Corps, pas du tout. Donc, je pense que ça va donner quelque chose de super intéressant comme entrevue. J'ai écouté de la lutte jeune là, avec mon grand-père, mais tu sais, c'était Yokozuna. Là, puis on commence quelque part, puis c'est ça. Corb, avant d'aller rejoindre Pat, je veux juste qu'on parle de nos partenaires rapidement ce soir. Oui. Je te laisse aller avec Accès électrique. Accès électrique, ça le dit. Électrique, électricien, Fred Etier, un bon chum, un très bon chum qui nous commandite. On le remercie. Sa page Facebook, c'est Accès électrique. Puis il n'y a pas nécessairement de site Internet. Numéro de téléphone, tu me l'as envoyé, JF, c'est le 450-258-3360. Frédéric Etier, l'électricien sans Rive-Nord, rappelez-le pour vos projets électriques. Exact. Moi, j'y vais tout de suite. Je reste dans le milieu de la construction, en fait. Je vais avec Solimax, notre chum Joe Grenier. Pas de page Facebook, pas de site Internet. Fait que vous pouvez le rejoindre au 514-290-2326. À bonne franquette, là, Joe. À bonne franquette. L'autre chose aussi que je veux qu'on parle rapidement, puis tu as le chandail. Moi, j'ai la casquette et le chandail. J'ai 2 chandails là. Norton Baller, on a un code promo. Les gens qui veulent acheter aussi, profitez-en. Agent 15, AGENTS 15 pour acheter du gear pour nos chums de Norton Baller. Encouragez-les. Tu as parlé de Fred, puis on parle de Joe aussi. Rapidement, notre site Internet est en ligne depuis une semaine. Ouais, c'est un peu grâce à eux si on a un site qui est en ligne et qui est quand même très sharp présentement. Donc, lesagentlibres.com, ceux qui veulent visiter ça. Très cool. Là, j'ai sorti mon premier article qui parlait des repêchages de l'ère Bergevin-Timmins, donc depuis 2012. Puis, un franc succès. Je ne m'attendais pas à ça. Bien content des commentaires que j'ai eus. Hey, on va rejoindre Pat Laprade. Il est avec nous autres. Bien hâte d'aller y parler. Pat Laprade, comment ça va? Ça va très, très bien, vous autres? Très bien, merci. Très bien. Merci d'être là, Pat. Oui, merci. Avec plaisir, merci de l'invitation. Super Pat, plaisir. On t'amène dans notre univers qui est souvent constitué de hockey, de baseball, de football. Là, on s'en va complètement ailleurs. On s'en va dans un domaine que moi, je ne connais pas pantoute. Pas pantoute. On va revenir tantôt, mais qu'on en parle, mais la lutte. Toi, c'est ta grande passion. J'ai hâte que tu nous éduques là-dessus. Ben oui, puis tu sais, il n'y a pas de malaise à avoir. Là. La lutte, c'est pas tout le monde qui a été fan de ça, même si j'imagine que tu connais tu connais des noms de lutteurs, tu reconnais des lutteurs, c'est sûr. Au même titre que moi, il y a des sports que je suis un peu moins, mais que je vais connaître les grandes vedettes. Donc, c'est tout à fait normal. Ben oui, absolument. Avant de se lancer dans la lutte comme telle, j'ai envie que tu nous parles de toi. Probablement, je suis pas mal certain que la majorité de nos auditeurs ne savent pas nécessairement c'est qui Pat Laprade. Là. Fait que j'ai envie que tu... C'est un peu une honte, mais c'est correct. Non, c'est pas une honte. Je fais des farces. Ben non, je fais des farces. Ils savent c'est qui de nom, mais pas personnellement. C'est là qu'on veut aller. Exactement. Ben oui. Parle-nous de toi. Ça vient de où ta passion? Puis comment ça que tu es devant une caméra, dans des podcasts à TVA pour faire la lutte? C'est quoi l'histoire de Pat Laprade? Hey, écoute, j'ai commencé à écouter de la lutte. Mon père m'a emmené au premier show de lutte. J'avais 6 ans. C'était au défunt Centre Paul Sauvé à Montréal. Et puis, je ne me rappelle pas de la carte, mais je me souviens qu'on était aux Galeries d'Anjou, moi et ma mère, quand ma mère a appelé mon père d'une cabine téléphonique. Hein, ça vous donne une idée de l'époque. Et il a dit, tu dirais à Patrick que je l'amène à la lutte à soir. J'étais super content. J'ai commencé à suivre ça à la télévision religieusement les dimanches matins à 11h à Télé 7 Sherbrooke à l'époque. Puis bon, écoute, ça fait 38 ans de ça. Et bon, j'ai eu des petits downs à un moment donné, tu sais, des petits moments où j'étais un peu moins fan, comme n'importe quel fan de lutte en fait. Mais grosso modo, j'ai toujours suivi le produit. Et puis, depuis 20 ans,
je suis impliqué au niveau local, donc dans les différentes promotions de lutte qu'il y a ici au Québec. Et c'est mon implication là-dedans qui m'a amené à me faire des contacts avec des old-timers, avec des vétérans de la scène, les Gino Brito, Paul Leduc, Raymond Rougeau, etc., les Vachons. Et puis, j'avais commencé à faire des magazines, un peu des almanachs, donc une revue de l'année, si vous voulez, au Québec. Puis, à un moment donné, ce projet-là est devenu un livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Que j'ai finalement écrit avec Bertrand Hébert, qui est un aussi grand passionné que moi, sinon plus. Et puis, de fil en aiguille, un livre amenait un autre livre, amenait un autre livre. Et j'ai commencé à faire des entrevues parce que je suis devenu un peu l'expert en lutte au Québec ou l'historien de la lutte au Québec, autant ici qu'aux États-Unis ou dans le Canada anglais. Okay. Et puis, à un moment donné, je participais à des documentaires également. Puis bon, à un moment donné, TVA Sport a sonné. Puis ils ont dit, écoute, on cherche un commentateur. Tu travaillerais avec Kevin Raphaël. C'est Kevin qui voulait travailler avec moi. Parce que justement, il avait entendu parler, il m'avait entendu en entrevue sur des podcasts que lui écoutait en anglais en plus. Donc, c'est pour ça que je le précise qu'au Canada anglais et aux États-Unis, je commençais à avoir une réputation à ce niveau-là aussi, parce que c'est ça qui a mené à TVA Sport. En fait, c'est même pas la scène locale comme telle. Et puis, le TVA Sport a amené le podcast Les Antipodes de la lutte. Donc, tu sais, c'est toujours ça. C'est toujours des projets qui ont amené à d'autres projets puis qui ont continué à grossir. Puis là, TVA Sport, ça fait 4 ans. Le podcast, ça fait un petit peu plus que 2 ans. Donc, c'est des projets super le fun. Puis, ça continue, ça n'arrête pas. Puis, c'est un peu le cheminement. Là. En résumé, là, c'est un peu donc là, à 6 ans, tu es allé voir ton premier show. Ouais. Tu t'es égaré un peu là-dedans. Quand est-ce que la passion est revenue? Pour de bon, là, si on veut. Elle n'a pas vraiment, elle n'est jamais partie. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des périodes où le produit était juste moins intéressant. Ouais. Il ne faut pas oublier de la lutte, ça demeure un théâtre sportif. Donc, il y a la partie théâtre là-dedans. Puis, qui dit théâtre dit mise en scène, scénario, histoire qu'on nous raconte. Puis, des fois, c'est comme n'importe quoi. Il me semble que les histoires étaient un peu moins fortes. Les personnages un peu moins le fun. Puis bon, je dirais c'est quelque part au début des années 90 où justement la WWF, ça n'allait pas si bien. C'était la lutte qu'on avait surtout ici au Québec. C'était celle que je suivais. Il y avait la WCW aussi à l'époque. En français, mais pour une raison ou une autre, je suivais plus ou moins la WCW. Je la suivais à travers les magazines, qui étaient l'Internet du temps pour les fans de lutte. Là. Il y avait 4-5 magazines différents que je pouvais m'acheter. Donc, je continuais à suivre ça, mais je ne l'écoutais peut-être pas autant. Je me souviens quand j'étais au cégep, en fait. Ça, c'est un petit peu plus tard. En fait, c'est peut-être 94, 95. J'étais au cégep. Puis, un de mes amis, c'est 94, en fait, un de mes amis, on est chez lui pour faire un travail. C'était un samedi après-midi. Puis, il y avait sa télé à CTV ou CFCF là, dans le temps. Et c'était la lutte, c'était 1 heure, la WCW. Il m'a dit, ah ouais, il dit, j'ai commencé à écouter ça, Hulk Hogan est rendu là. Puis je me rappelle d'avoir fait comme, ah ouais, Hogan est rendu là. Fait que visiblement, même les magazines, je devais avoir manqué une couple de numéros parce que je me souviens d'avoir appris qu'Hogan était à la WCW à travers ça. Fait que là, j'ai suivi un petit peu cette run-là d'Hogan à la WCW. Mais ouais, c'est ça. Il y a des périodes comme ça, ou même plus tard, des périodes où j'ai écouté un peu moins Raw. Je lisais les résultats. Moi, je me suis développé une passion pour la lutte, mais j'ai aussi développé, dans la lutte, je me suis développé une passion pour tout ce qui est scénario et côté business de la lutte. Okay. Donc, des fois, si ce n'était pas uniquement du podcast, où il faut que, je commande ce que les gens voient et que, tu sais, je critique ou j'applaudis ce qu'on nous présente comme produit, je pense que des fois, je skipperais des shows pour uniquement lire les résultats. Parce qu'avec les résultats, je sais ce qu'ils font avec leur scénario. Le booking qu'on dit là, dans la terminologie de lutte. Je sais très bien où ce qui s'en va juste en lisant des résultats. Je n'ai pas besoin de voir les matchs comme tels. Je me suis développé un intérêt encore plus précis
pour justement le côté scénario, mise en scène, où est-ce qu'on va aller, juste à lire un script. Dans le fond, c'est l'équivalent de lire un script au théâtre ou à la télé. Donc, ce côté-là me passionne encore plus, je pense. Quand tu parles de vagues, de scénarios, tout ça, je te comprends beaucoup parce que moi, j'ai eu la vague. Là, je ne sais pas quel âge que tu as. Moi, j'ai 38, mais moi, j'ai eu la vague. J'ai fait une déduction qui avait 44, moi. C'est exact. Oh oui, on a un mathématicien en place. C'est exactement ça. 6 ans, le 38. OK. Ouais, c'est bon, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai eu la vague où est-ce que j'ai trippé Hogan, Yokozuna. J'ai commencé à comprendre la lutte ou à écouter ça. Puis après, il y a eu la grosse vague WCW contre en guerre avec la WWE. Ben oui. Ça, cette époque-là, je l'écoutais. Ça a été ma grosse boom. Ah ben oui, tout le monde écoutait la lutte là, à cette époque-là. Moi, je me souviens, je travaillais au Burger King, puis moi puis les autres employés, on se faisait les répliques du Rock. On se demandait, hey, ça va-tu aujourd'hui? It doesn't matter. Puis écoute, ça, on avait du fun avec ça, mais tout le monde savait c'était qui Steve Austin, puis The Rock, puis de l'autre côté, tu avais Hulk Hogan, tu avais Goldberg. Ça a été des grosses années, ça. La période la plus populaire de l'histoire de la lutte. Là. Donc, ça, c'est sûr. Puis encore aujourd'hui, ce qui est un peu curieux, c'est qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, qui savent c'est qui Dwayne Johnson, mais beaucoup ne savent pas qu'il a un passé de lutteur parce qu'ils le connaissent uniquement comme acteur, parce que ça fait tellement longtemps qu'il était à Hollywood. Ouais. Mais bon, nous, on a eu la chance de voir les premiers balbutiements de Dwayne The Rock Johnson. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est exactement ce qui était à l'époque. Il y avait la même énergie, il y avait le même charisme. C'était quelque chose. C'est sûr que quand tu as deux grandes vedettes comme ça, comme Austin et The Rock, il y avait un documentaire sur A&E il n'y a pas longtemps avec justement sur Steve Austin. Il est au match, il y a un match de baseball bénéfice, je crois, puis il y a Derek Jeter qui lui dit Hey, salut, je suis un grand fan de toi. Derek Jeter. Les gens ne s'imaginent pas que ces gars-là étaient des vedettes à ce point-là. Exact. Grande nature. Tu viens de parler de baseball, fait que je t'amène tout de suite là. On revient à la lutte après. Okay. Anthony Marcotte nous a dit que tu étais un grand fan de baseball, que tu avais visité tous les stades qui existent présentement. Ça vient de où, cette passion-là? Puis est-ce qu'il se trompe quand il dit que tu as visité tous les stades? Non, en fait, la vraie formulation que j'utilise, c'est que j'ai vu toutes les équipes à domicile au moins une fois. Okay. Parce qu'il y en a qui ont changé de stade depuis que je les ai visités. Je n'ai peut-être pas vu le dernier stade de ces équipes-là, mais j'ai terminé ma tournée, dans le fond, en 2019, à l'été 2019, avec Atlanta, qui venait d'avoir un tout nouveau stade en plus. Et puis, oui, c'est vrai, en fait, j'ai 31... Il y a combien de clubs au baseball majeur? 30, donc 31 équipes, incluant évidemment les expos. Écoute, le baseball, je me souviens d'avoir été... moi, j'habitais à 15 minutes à pied du stade olympique. OK. Donc, dans Hochelaga Maisonneuve, je me souviens d'avoir été voir un match avant la toile, avant qu'il y ait la toile et tout ça. J'ai un souvenir précis, j'étais avec mes parents. Mais j'avais la chance d'avoir un oncle qui était placé au stade. Donc, à l'adolescence, il m'amenait, je rentrais un match, commençait à, mettons, 7h30. Je rentrais à 4h30 avec lui au stade. Je m'installais avec mes cartes de baseball, pas loin du dugout des expos, et je faisais signer des cartes. C'était rendu, Pierre Arsenault me reconnaissait, Roger me reconnaissait à l'époque. Salut le grand! J'étais grand, là, mettons, à 14-15 ans. J'avais un rabais au Burger King parce que j'avais comme le rabais employé parce que j'étais là avant tout le monde. C'était assez spécial. Et puis, j'étais là au premier match de Philippe Alou. Oh. Ça, je me souviens, j'étais chez mon oncle, puis il m'a dit Hey, je pense que les expos, ils ont changé de coach. Je viens d'entendre ça aux nouvelles, à la radio. Puis j'étais là au premier match de Philippe. Mon oncle m'avait amené à la conférence d'après-match de Gary Carter, là, qui a pris sa retraite en 92. Donc, tu sais, j'ai eu une chance là, de pouvoir avoir cet oncle-là. Qu'en retour, je remerciais en amenant mon oncle à la lutte. Parce que mon père, un de ses amis, c'est un pharmacien du nom de Guy Soucy. Et Guy Soucy avait été co-actionnaire des As de la lutte dans les années 70, qui est la compagnie de lutte des Rougeaux.
Et il avait toujours été impliqué dans la boxe, dans la lutte. Donc, quand je voulais une paire de billets pour la lutte au Forum, à l'époque, mon père, il appelait Guy. Puis, j'avais 2 billets qui m'attendaient. Il y avait l'entrée des journalistes. Il y avait une table. Bob Legs Langevin, un ancien lutteur, qui était là. Et il y avait une enveloppe à mon nom. Fait que soit j'allais avec mon père. Souvent, j'allais avec mon père. Mais des fois, j'allais avec un de mes amis. Puis des fois, il me disait amène donc mon oncle Gaston là, à la lutte. Là. Il t'a emmené une couple de fois au baseball là, ce temps-ci. Fait que je lui rendais service comme ça. Fait que c'est un peu comme ça que mon amour du baseball a débuté. Tu as visité ça, quoi? Tu as terminé en 2019. Si on ne compte pas le stade olympique, ça s'est entamé quand, ta tournée des stades? Mon Dieu, je te dirais probablement milieu des années 2000. OK, Ouais, OK. Fait quand... je veux dire, j'ai vu le Skydome quand même jeune. Avec mon père, je me souviens, on avait été faire un petit voyage. On avait été au Shea Stadium puis au Veterans Stadium à Philadelphie. Okay. Mais le plus gros que j'ai fait, ça va être 2 de mes amis. On était partis un été en 2012, je crois, si ma mémoire est bonne. On est parti de Montréal, on a été jusqu'à la côte ouest américaine en auto. Gros road trip, 3 semaines et demie. On a vu 13 stades durant ce voyage-là. En plus de tout le reste. Là, on était à Graceland, à Nashville, à Vegas. Bon, on a fait du chemin, là, mais on a vu tous les clubs sur la côte ouest, Texas, Houston, Kansas City, Colorado, Cincinnati. Mais quelques étés avant, moi et un de mes amis avec qui j'en ai fait le plus, on avait fait d'autres, plus, peut-être un 4-5 stades, là, plus sur la côte ouest, là, Pittsburgh dans ce coin-là. Donc, on se promenait. Puis là, à un moment donné, j'ai comme réalisé qu'il m'en manquait pas gros. Donc là, j'étais en Floride. J'ai dit, là, il faut que je m'arrange pour aller voir une game. J'étais à Vegas à la fin avril, début mai pour une convention de lutte. J'ai pris un vol pour aller à Seattle. Une année. Une autre année, j'ai pris un auto puis j'ai conduit jusqu'au Minnesota pour aller voir. J'étais à Waterloo, en Iowa, pour une convention de lutte, puis j'ai pris l'auto. C'était à 5-6 heures de route. Je conduis jusqu'à Minneapolis. Fait que, tu sais, quand je réalisais qu'il m'en restait 4-5, là, j'ai dit, OK, là, faut que je finisse la liste, là, tu sais. Si fallait que tu m'en nommes un, là, je sais que c'est cliché, là, c'est dur à faire, mais un que je dois absolument voir. C'est bien plate ce que je vais répondre, mais c'est le National Stadium, les Nationals de Washington. C'est le stade qu'on aurait voulu ici à Montréal. Ouais. C'est l'équipe en plus. Ouais. Mais leur nouveau est tout simplement complètement je l'ai vu, moi. fou. Complètement fou. Autant pour l'amateur de baseball que les parents avec les 2 enfants. Il y a de tout pour tout le monde. Okay. Par contre, je te dirais Atlanta, ce qui est vraiment le fun avec Atlanta, c'est comme un petit quartier 10-30, mais avec le stade de baseball, puis, tu sais, il y a vraiment comme... c'est vraiment comme un petit quartier, là, tu sais, tu as des rues piétonnières, tu as des bars, des restos. Tu sors jamais comme du grand site et tout est dans l'action, là, tu sais. Donc, celui-là, il est vraiment, vraiment intéressant aussi. Cool. Mais Washington, ça a toujours été mon préféré. Puis ton équipe, c'est qui, la MLB, Pat? Est-ce que j'ai une équipe? C'est ça la question. Non, je ne suis pas sûr que j'ai. Je sais, c'est le fun de voir Toronto gagner. Je demeure Canadien, puis bon, c'est le fun de les voir quand ils performent bien ou en série. Des trucs comme ça, je ne peux pas dire que je suis vraiment. Non, exact. J'ai pas. J'aime des joueurs. Fait que je suis un peu plus l'équipe quand. Il y a des joueurs qui m'intéressent. Les Padres, par exemple, Fernando Tatis Jr. C'est sûr que les Jays sont intéressants avec Vlad Jr., Beau Bichette et compagnie. Mais je ne suis pas comme un gros fan, mettons, des Dodgers ou des Yankees. Mon père est un fan des Dodgers parce que mon père, lui, il est plus vieux que la moyenne. Il est décédé maintenant, mais il était plus vieux que la moyenne. Lui, il a vu jouer Jackie Robinson à Montréal. OK, quand même. Ouais. Et évidemment, le club école, qui était les Royaux de Montréal, c'était le club école des Dodgers de Brooklyn à l'époque. Donc, lui, il était un fan des Dodgers plus que des Yankees parce que on avait leur club école ici à Montréal. Donc, moi, je me souviens quand j'ai été à LA pour voir les Dodgers, c'était bien important pour moi d'y ramener une casquette des Dodgers. Puis c'était la casquette qui portait tout le temps là, après ça. C'est clair. Est-ce que es-tu un fan de d'autres sports? Est-ce que tu suis le sport en général?
Je suis le sport en général, oui, absolument. Ça, j'ai appris ça aussi de mon père. Je pouvais m'installer avec lui quand j'étais jeune, des après-midi de temps, à écouter World Wide of Sports, à ABC et tout ça. J'ai écouté du bowling. Anecdote, j'ai été à Saint-Louis à un moment donné et il y a le musée du bowling, le Hall of Fame du bowling à Saint-Louis. Et j'ai reconnu des noms et des visages. Ah ouais. Là, on parle de grosses, là, on ne parle pas de petites. Oui, le bowling, le vrai bowling. Le vrai bowling, là, le PBA, là, le Pro Bowling Association. Et j'écoutais ça avec mon père quand j'étais jeune. T'sais. Mais bon, oui, le foot, je suis plus un fan de basket que de foot. Mais oui, puis je suis aussi ça à cause que je suis collectionneur de cartes sportives. Donc, des cartes de hockey principalement. Mais j'ai aussi du foot, du basket, du baseball. J'ai un peu de tout. Fait que je me force pour suivre ce qui se passe, pour aller chercher, bon, c'est qui les prochaines vedettes, c'est qui les nouveaux joueurs, c'est qui les cartes que je dois avoir. Fait tu sais, j'ai les plus récentes recrues de ces joueurs-là, justement, parce que je continue à suivre ces différents sports-là. Ouais. Les carrières, ben oui. C'est intéressant, ça, tes cartes de basket, parce que David collectionne les cartes de basket aussi un peu. Moi, j'essaie d'aller dans le hockey et tout ça. Ouais, j'ai été chanceux. Avec un paquet à 20$, j'ai eu une Zion Williamson Rookie Prism. Fait que j'étais très content il y a quelques semaines à peine. C'est bon, moi, je l'ai payé, ma Zion Prism. Mais j'ai deux LeBron. Recrues, la Topps Chrome puis la Topps qui ont monté en flèche récemment. J'ai du foot également. J'ai Patrick Mahomes. Wow. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. J'essaie d'aller chercher tu sais, quand je vois qu'un joueur commence. Puis je l'ai pogné sa carte avant qu'il gagne le Super Bowl. Fait que, tu sais, je l'ai pogné avant. Donc, ouais, c'est ça. J'ai une bonne collection. Puis, ça me permet c'est une autre façon, je trouve, de suivre le sport. Oui. Je n'ai pas toujours le temps d'écouter les matchs parce que la lutte prend beaucoup de place dans ma vie. Puis, bon, j'essaie d'avoir une vie aussi. Mais les cartes me permettent justement de suivre les nouveaux noms. J'ai plein d'amis qui ont arrêté de suivre le baseball parce que justement, les expos ne sont plus là, donc ils ont perdu un peu l'intérêt. Moi, ça me permet de me garder un peu dans le loup. Pat, on t'a fait venir ici parce que tu es connu pour la lutte. Moi, je vais y aller directement. Moi, en fait, depuis que je suis jeune, le seul temps que j'ai écouté la lutte, c'est dans les derniers souvenirs que j'ai avec mon grand-père, c'est qu'on écoutait la lutte le samedi matin avec des Yokozuna, des deux petits clowns là, qu'on se parlait plus tôt. Hulk Hogan était là, Undertaker. Mais j'ai jamais réécouté ça par après. Il faudrait que tu m'expliques. Ma question, je l'avais écrite avant, c'est explique-moi la lutte pour les nuls. Ceux-là qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Comme tu disais, la mise en scène plutôt. Explique-nous ça un peu, s'il te plaît. Juste avant, juste à dire, les deux clowns, c'était Doink et Dink. Et Dink, c'est un Québécois. C'est un lutteur nain, Claude Giroux, qui luttait. Il a été surtout connu sous le nom de Tiger Jackson. Okay. Et il avait fait le personnage de Dink à la WWF. Donc, c'était le petit des deux. C'est le petit. L'autre, c'était Doink, oui, exactement. Mais oui, tu sais, des clowns, tu me disais, donc, les clowns, ils me faisaient peur. Je te comprends. Un clown, moi, ça, les gobelets, là, j'en faisais des cauchemars. Ah ouais, hein? J'ai la lutte pour les nuls. Bon, la lutte, c'est du théâtre extrême, du théâtre sportif, du divertissement sportif. Prenez le terme qui vous plaît, c'est ça, la lutte professionnelle. C'est un mix de bien des formes d'art, c'est-à-dire qu'on emprunte au théâtre, on emprunte à une série télévisée, on emprunte au cinéma, on emprunte à l'improvisation. On emprunte à la danse parce qu'il y a une chorégraphie là-dedans. C'est du cinéma, mais les gars et les filles font leur propre cascade. Tu as raison. Donc, il y a un peu de tout ça qui rend la lutte un art vraiment unique. Il n'y a rien comme la lutte. Donc, vous écoutez une série, vous écoutez un film, il y a une histoire qu'on vous raconte, il y a des méchants, il y a des gentils. Il y a des personnages plus importants que d'autres. Il y a des personnages, il y a des acteurs sur qui on va construire la publicité autour de ce film-là ou de cette série-là. La lutte fonctionne exactement de la même façon. C'est juste qu'au lieu d'avoir un dialogue
tout le temps, ben, à un moment donné, ça se résulte en combat. Et il y a aussi une histoire dans un combat. Donc, il y a une histoire qui mène au combat, il y a une histoire dans le combat. Je te donne un exemple. On a un match, toi et moi. Moi, je suis le méchant, toi, tu es le gentil. Et toi étant gentil, tu t'es blessé à l'épaule il n'y a pas longtemps. Bon, ben moi, comme méchant, dans le combat, je vais exploiter cette faiblesse-là. Donc, je vais frapper sur ton épaule, je vais frapper sur ton épaule pour que les gens puissent te prendre en pitié, pour que toi, tu puisses avoir encore plus la sympathie des gens, pour vraiment créer cette dualité-là entre le bon et le méchant. Ouais. Et l'histoire du match, ça va être ça. L'histoire du match, c'est moi qui travaille ton épaule tout le long du match parce que toi, en plus, ta manœuvre de finition, il y a toujours un pouvoir spécial. Un peu comme ça ressemble beaucoup aux super-héros à ce niveau-là. Tu sais, Spider-Man n'a pas le même pouvoir que Iron Man ou que Thor. C'est la même chose avec la lutte. Ils ont toutes une manœuvre de finition qui, habituellement, lorsqu'ils l'appliquent, c'est la fin du combat. Là, Et là, toi, ta manœuvre de finition, là, c'est de me lever dans les airs et de m'écraser sur ma colonne vertébrale. Tu as besoin de tes bras, tu as besoin de tes épaules. Si tu as une épaule endolorie, tu vas avoir plus de misère à me lever. Donc, moi, je vais exploiter ça encore plus. Sauf que, bon, pour une raison ou une autre, il arrive un pépin dans le match, tu surprends le dessus, in extremis, puis là, tu me rives les épaules au tapis, 1, 2, 3. Ça, c'est l'histoire qu'on a décidé de raconter ce soir. Et ce match-là, il rentre dans une histoire qui est souvent plus longue et qui va s'étaler sur des semaines, des mois, à une certaine époque, même une année complète. Où ce n'est pas toujours des combats. Il va y avoir des fois des dialogues, il va y avoir des promos, il va y avoir des vignettes, il va y avoir des ci, des ça qui vont ajouter au combat. Et le but, toujours, c'est d'aller chercher une réaction du spectateur ou téléspectateur et d'aller chercher une émotion chez cette personne-là. Il n'y a rien de mieux. Moi, j'ai évolué sur la scène indépendante au Québec, pas comme lutteur, j'ai fait quelques combats, mais surtout comme animateur et puis comme gérant. J'ai été GF, je ne sais pas si tu te rappelles d'Eddie Creechman. J'ai été le Eddie Creechman, j'ai été le Bobby Heenan, le Jimmy Hart, le gars qui, au micro, insulte un peu la foule. Il y a un poulain, il y a un lutteur qui est dans son écurie. Puis bon, son rôle, c'est de s'assurer que son poulain gagne des matchs, mais en même temps, tu en profites pour t'établir comme méchant devant la foule. Et il n'y a rien de plus jouissif que de réaliser que tu contrôles la foule juste avec des paroles, que tu puisses les faire réagir. Et je parlais récemment avec un humoriste de la relève puis tu sais, il y a une adrénaline. Il y a beaucoup aussi de stand-up. Tu sais, il y a une partie, il y a beaucoup de ressemblances avec le stand-up. Parce qu'il y a une partie, justement, où le stand-up, son but, c'est avec ses paroles d'aller chercher une réaction chez la personne qui l'écoute ou, tu sais, il t'est embarqué par, tu sais, tu bois les paroles de la personne sur le stage. C'est ça aussi la lutte. Là, c'est d'aller chercher des réactions de différentes façons. Et puis, c'est ça. Donc, je te dirais. C'est pour ça qu'un gars comme The Rock, maintenant, c'est un acteur émérite, puis du charisme, comme tu disais plus tôt. C'est pour ça qu'un gars de même, ça marchait. Là. Le côté de la personnalité, il est très fort à ce niveau-là. Oui, absolument. Puis, dans les dernières années, il y a un Québécois qui est à la WWE, Kevin Owens. Et quand il a gagné le titre universel, qui était à l'époque le plus gros titre que tu pouvais gagner à la WWE, je me faisais poser en entrevue la question, on sait bien qu'il n'a pas gagné le titre comme un boxeur ou un combattant d'arts martiaux mixtes a gagné son titre. Peux-tu nous expliquer ce que ça représente? Puis je disais, oui, c'est l'équivalent que si Claude Legault, le comédien Claude Legault, signait comme rôle principal dans un James Bond. C'est ça là, qui se passe avec Kevin Owens. C'est la figure de proue. C'est en anglais, on dit poster boy de la WWE, qui est une compagnie internationale qui vaut des milliards. Là. C'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus. Là, et j'ai oublié même, là, en parlant d'international, ça m'a fait penser, il y a aussi du cirque à travers ça, parce que les acrobaties que les gars et les filles font, il y en a beaucoup qui vont relier ça au cirque. Fait, comme vous voyez, là, j'ai parlé de cirque, de danse, d'improvisation, c'est un art unique, la lutte, parce que c'est la seule plateforme où toutes ces différentes formes d'art-là sont utilisées
par les gens qui sont là chaque semaine pour divertir. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose de c'est intéressant parce que j'avais jamais soupçonné tant que ça ce que ça pouvait être. Moi, ce que je comprenais, c'est que c'était pas vrai, mais je voyais, qui décide qui gagne? C'est l'histoire derrière ça, ce qui a duré 10 ans, parce que je veux commencer à écouter ça demain matin. Si je n'ai pas commencé il y a 5 ans, je suis perdu. C'est ce que je me demandais, en fait. Non, parce que les histoires sont renouvelées quand même assez rapidement. Puis ça, c'est peut-être aussi ce qui est différent de si tu décides d'écouter District 31 à partir d'aujourd'hui. Donc, tu n'es pas nécessairement obligé de commencer à la saison 1. Mais en même temps, non, c'est vraiment quelque chose qui est. Il y a un scénariste, puis il y a plusieurs auteurs, puis il y a un scénariste, puis il y a des gens qui prennent différentes décisions. Comme une grosse production va le faire. Puis, tu disais, je savais que c'était pas vrai. Il faut se rappeler, c'est autant pas vrai que n'importe quoi qu'on voit. Qu'on suit comme série. Moi, j'avais une dame dans une conférence une fois qui avait dit moi, quand j'ai su que la lutte, c'était pas vrai, j'ai arrêté de l'écouter. Moi, ma réponse à ça, ça a été madame, est-ce que vous allez au cinéma? Elle dit ben oui. Je dis, vous savez, c'est pas vrai. Là, oui. Elle dit ben là, c'est pas pareil. Expliquez-moi ça. C'est la même chose. C'est la même chose, sauf que ces gars-là, ces filles-là, on les reconnaît beaucoup plus maintenant comme des athlètes. Parce que pour faire ce qu'ils font, les combattants d'arts martiaux mixtes qui ont fait de la lutte vont vous dire que c'est beaucoup plus difficile sur le corps de faire de la lutte que de faire des arts martiaux mixtes. Okay. Tomber du troisième câble sur le dos sans se prendre la tête, là, sans se frapper la tête sur le matelas. Il y a une technique pour ça, mais ton corps reçoit quand même un choc que tu ne reçois pas en arts martiaux mixtes. Oui, tu vas me dire, il y a des coups de poing, il y a des coups de pied au visage, oui, mais la lutte, c'est quand même une discipline qui est très physique et les gens qui font ça, ce sont des athlètes. Ce sont des athlètes qui sont aussi acteurs, qui sont aussi comédiens, exact. qui sont aussi un paquet d'autres choses, cascadeurs, puis bon, etc. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas des athlètes. Donc, tu sais, je pense que puis je suis content parce que je vois le message changer depuis quelques années qu'on ne rit plus nécessairement de la lutte. Ah ouais, c'est les gens qui font du fake. Là. Non, on les voit pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des athlètes, des acteurs et tout ça. Et il y a un art derrière ça. Je pense qu'il faut, c'est important de le reconnaître. Souvent avec des physiques assez impressionnants aussi. Fait que ça repousse encore plus les limites. Là. Ou pas, par contre. Puis ça aussi, c'est une autre ouverture qu'on a. Un Kevin Owens, par exemple, c'est ça. Il n'a pas nécessairement le physique de Hulk Hogan, mais il est charismatique, il connecte avec la foule, il sait ce qu'il fait dans une arène de lutte et il est excellent dans ce qu'il fait. Donc, je pense qu'on est de plus en plus ouvert à cette diversité-là. Et ce n'est pas parce que tu ne fais pas 6 pieds 4, 280 livres de muscles que tu ne peux pas avoir une carrière. C'est une vieille philosophie, autant qu'à la boxe, c'est plus nécessairement juste les poids lourds qui sont capables d'attirer. Money Mayweather ne fait pas 260 livres. Et il attire pourtant. Donc, le physique, pour en prendre puis en laisser. Ben oui, exactement. Mais ils ont amené beaucoup de ce que je me rends compte en ce moment, c'est que la boxe a un peu copié la lutte à un certain point parce que tous les pré-combats, c'est ce qui va vendre les pay-per-view. Il y a un peu de scénario là-dedans aussi. Là. Absolument. Puis le UFC, Dana White est un grand fan de Vince McMahon et de ce qu'il avait accompli. Il ne veut pas. Il a compris rapidement que les promos, les montages vidéo, les pesées, il y avait quelque chose, il y avait de l'intérêt à s'arranger pour que ces événements-là ou ces vidéos-là ou ces entrevues-là soient punchées. Il n'y a rien de pire qu'un combattant d'arts martiaux mixtes qui t'aimerais affronter après ta victoire? Je ne sais pas, là. Hey, man, tu veux-tu faire de l'argent ou tu veux pas en faire de l'argent? Là, tu les entends tous. Ils se voient tous champions du monde au prochain combat. Ils veulent tous pogner le gars. À peser, ils vont faire du trash talk. C'est rendu assez universel. Là. C'est ça, c'est ces gens-là c'est ceux qui vont être capables de plus se démarquer, qui vont finir par, le UFC, là, c'est une business et on le voit de plus en plus. Ils font pas juste donner les matchs aux plus méritants, ils donnent des combats à ceux qui vont rapporter.
Et pour rapporter, il faut que tu te démarques. Tu ne peux plus juste être bon. Demetrius Johnson est probablement l'un des meilleurs combattants livre pour livre de l'histoire, mais il n'a jamais été capable de vendre un pay-per-view à lui tout seul. Donc, ça, c'est bien important. Puis ça, la boxe et les arts martiaux mixtes le comprennent, ou en tout cas jusqu'à un certain degré. Puis oui, on pourrait dire que c'est emprunté de la lutte, là, mais ça a toujours été là aussi. Mohamed Ali, il était là bien avant les autres, puis il a vite compris, lui, que sa gueule pouvait vendre au même titre qu'un acteur ou une actrice va être capable de vendre un film basé sur son charisme, sur son look, sur ses qualités d'acteur. D'acting, mais oui. Mais il y a quelque chose de plus. Là. Il y a des raisons pourquoi il y a des acteurs ou des comédiennes qui n'ont jamais percé, puis d'autres, ils ont percé et sont restés au sommet longtemps. C'est un peu la même chose dans la vie. Exact. Je vais t'amener à quelques endroits, mais avant, là, je veux juste dire que dans ton scénario de tantôt, j'aurais aimé ça que tu mentionnes que j'étais ton coach de méchant, puis qu'avant le compte de 3, je rentre dans le ring avec une chaise puis je frappe David le plus souvent possible. OK. J'aurais aimé ça. Il a l'air d'avoir des bonnes épaules et un bon dos pour une chaise. Mais je ne suis pas bien bon pour faire des acrobaties, par exemple. J'aurais aimé ça. Puis ce que je n'ai pas mentionné tantôt, là, par exemple, par rapport à ça, c'est dans notre combat, David, là, c'est important que toi, tu me fasses bien pareil et vice-versa. Parce que ça aussi, c'est à la base de la lutte. Si je te donne un coup de poing, puis que toi, parce qu'il y a une technique pour donner un coup de poing, je te donne un coup de poing, puis que toi, tu réagis comme tu le sens dans la réalité, tu vas à peine le sentir, le coup de poing. Donc, si toi, tu ne le vends pas, on appelle ça vendre. Donc, toi, si toi, tu ne vends pas le coup de poing comme c'était, genre, comme je t'avais arraché le visage, moi, je parais comme le gars qui n'est pas si fort que ça. Donc, les gens vont arrêter de croire en moi. C'est pour ça qu'il y en a qui... Mais oui, ça l'aide à vendre, c'est sûr, parce que toi, tu vas être content de te pogner contre moi si je te fais bien paraître. Fait que tu vas donner ton meilleur, puis ainsi de suite. Exact. Il y a un jeu de rôle là-dedans où il faut que tu aies l'air d'avoir plus mal que tu as vraiment mal. Parce que c'est ça la game. Là. Moi, je me souviens, à un moment donné, comme gérant, il y a un arbitre qui est un ancien lutteur, il avait des bonnes mains. Puis à un moment donné, je suis sur le tablier de la reine, là, de l'autre côté sur le petit rebord, là, de l'autre côté des câbles. Puis l'arbitre est arrivé, puis coup de poing au visage. Il ne m'a jamais touché. Ça n'a pas paru. Moi, j'ai pris le bump à l'extérieur, je suis tombé, je me suis tenu le visage comme s'il venait là, de me tuer quasiment. Mais c'était puis là, la foule qui était hyper contente parce que moi, j'étais le méchant dans le scénario. Mais c'est ça, s'il ne me touche pas, que moi, je reste là planté de même, puis que je ne réagis pas, lui, il a l'air d'un cave, moi, j'ai l'air d'un cave, puis on ne raconte plus la même histoire. Mais non, c'est ça. C'est important, ça, c'est une danse. Il faut que les deux personnes soient au même diapason, puis les deux personnes réagissent de la bonne façon. Que ce soit symétrique, Puis je me rappelle qu'à l'époque aussi, on parlait du Rock. Le Rock, il vendait ses coups, il mangeait un coup de poing puis il sautait partout dans le ring, tombait sur le dos. Le stunner de Steve Austin, il faisait un super saut, il tombait sur le dos. C'était spectaculaire. C'est ça, ça aidait. Puis de l'autre côté, tu avais Mankind, que lui, il se faisait mal pour vrai. Mick Foley. Parce que il y a eu une époque où la lutte extrême était plus populaire aussi, et ça amenait un niveau de réalité différent. Il y a eu des époques, il y a eu des styles qui ont disparu, il y a des styles qui reviennent de temps en temps, mais effectivement, là, mais c'est comme le reste. Il y a différents types de films, il y a différents types de séries, il y a du théâtre expérimental. Des fois, on va essayer des nouvelles choses, on va voir on va pitcher des choses au mur, puis on va voir ce qui colle. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de prendre un fan? Est-ce que c'est possible de prendre quelqu'un qui n'écoute pas la lutte et de l'amener à aimer la lutte aujourd'hui? Oui. Est-ce que toi, tu es capable de prendre David qui n'écoute pas la lutte depuis 2000? Je veux juste mettre une petite pause à ça. Je vais l'essayer. Tu m'as vendu l'idée d'essayer parce que je vais la regarder d'un autre œil vraiment là, la prochaine fois. Parce que moi, je mettais ça quand il n'y avait rien à la TV puis je tombais dessus, je le laissais là, mais j'écoutais ça en riant. Je me mettais pas, j'avais pas assez d'ouverture d'esprit, si on veut, pour essayer de rentrer dans l'histoire. Puis là, je vais l'essayer différemment la prochaine fois que je le pogne. Moi, je me suis assis avec une personne il y a peut-être 1 an, et puis je lui ai montré certains matchs. La personne n'avait jamais écouté de la lutte. C'est une fille, en fait. Elle n'avait jamais écouté de lutte, ou presque pas.
et je lui ai montré certains matchs en lui expliquant, bon, parce qu'évidemment, je n'avais pas le temps d'y montrer, mettons, tout ce qui a mené au combat, là, mais en lui expliquant pourquoi ce combat-là avait lieu, c'était quoi l'histoire. C'était deux amis, c'était deux frères. Puis, et là, lui expliquer un peu le background de l'histoire, lui montrer le match, lui expliquer certaines choses durant le combat et juste l'émotion du combat, fait que, oh, wow! Puis, tu sais, j'ai un match, entre autres, JF, je ne sais pas si tu vas te souvenir, Kevin Owens et Sami Zayn, lorsque Kevin Owens... C'est l'année passée, ça? Non, il s'est arrivé souvent. Mais en 2014, quand Kevin Owens a commencé à NXT, Kevin Owens et Sami Zayn, c'est deux Québécois qui se sont toujours suivis. Ils ont toujours un peu, tu sais, comme, mettons, deux joueurs de hockey qui ont joué à Tombe puis Bantam Midget ensemble. Donc, c'est un peu la même chose avec ces deux gars-là, mais ça sur une échelle internationale. Ils ont parcouru le monde ensemble. La WWE les signe. Ils signent Sami Zayn en premier. Le soir qu'il devient champion, c'est les débuts de Kevin Owens avec la compagnie. Donc, il lutte dans le premier match. Et à la fin, tu as Sami Zayn qui remporte le titre. Tout le monde vient célébrer avec Sami parce que c'est le babyface dans la terminologie de lutte, donc le gentil. Tout le monde vient célébrer avec, dont Kevin Owens, qui est là et qui lui lève le bras. Les commentateurs sont là, puis parce que le commentateur, il est là pour faire un peu la narration de cette histoire-là. Hey, c'est deux amis qui se connaissent depuis 10 ans, 15 ans, puis c'est beau de les voir ensemble et tout ça. Alors, moi, j'explique tout ça là, à la fille. Et là, je me ferme et je la laisse vivre ce moment-là où Sami Zayn et Kevin Owens sortent du ring. Kevin lève encore une fois le bras à Sami. Puis ils s'en vont. Ils montent même le copyright en bas pour te dire que l'émission est finie. Mais là, la caméra continue de rouler. Et là, Kevin se revire et frappe Sami au visage. Et là, te brutalise Sami Zayn. Puis, tu sais, il te le pitch sur le ring, puis là, la foule capote. Et moi, la fille à côté de moi fait comme « Ben non! Oh! » Et là, elle réagit fortement comme dans n'importe quelle série où, je ne sais pas moi, le gars trompe sa blonde ou trahit son meilleur ami, tu vas avoir une réaction. Si c'est bien joué, bien là, c'était hyper bien joué. Et elle a eu la même réaction qu'elle aurait eue si ce qu'elle était en train d'écouter, c'était une série sur Netflix. Ouais, je comprends. Et là, je me suis dit, OK, ça veut dire que c'est un bon combat à montrer à quelqu'un qui n'a jamais vu de lutte et qui, si tu lui expliques un peu le background de l'histoire. Donc, tu sais, il y a des matchs comme ça. Il y a différentes façons de montrer de la lutte à quelqu'un pour la première fois. Il faut soit tu y ailles avec l'histoire, soit tu y vas avec le côté spectaculaire de la lutte. Moi, j'ai remarqué quelque chose en parlant avec des personnes qui ne suivaient pas la lutte, des comédiennes au Québec qui n'ont jamais écouté de lutte de leur vie, mais qui me disent « J'ai jamais écouté ça, mais j'ai été au Mexique une fois, puis j'ai vu de la lucha libre, puis j'ai trippé ma vie. » Bon, ben, OK. Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui t'a fait tripper? C'est sûrement pas l'histoire. Tu n'as pas suivi les histoires. C'est en espagnol. C'est pas les promos non plus. Donc, qu'est-ce qui t'a fait tripper? C'est le côté athlétique de la lutte, c'est le côté spectaculaire, c'est le côté un peu plus cirque, parce que la lucha libre, c'est un peu plus spectaculaire dans son ADN. Donc, ça, c'est une autre façon que tu peux attirer des gens avec la lutte, c'est le côté un peu plus spectaculaire, les vrais. Mais tu vois, moi, tu me dis ça, puis je pense que je serais plus du genre à vouloir savoir l'histoire qui mène. Moi, je suis comme ça. J'aime l'histoire. J'aimais Stone Cold, j'aimais les histoires qu'il y avait en dehors. Puis toi, JF, quand tu écoutes de la porno, tu écoutes l'histoire au début? Ouais. C'est important l'histoire. Tu veux savoir pourquoi ils sont 4 dans cette maison-là. Mais oui, mais tu sais, il y a différentes façons d'accrocher. Il faut juste que tu vois, regarde, avec toi, c'est telle affaire, avec telle autre, c'est telle autre chose. Ouais. Mais ça me parle, moi. Ça me parle, ces choses-là. C'est OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'essaie des fois de me voir c'est quoi le futur de la lutte, comment on peut faire pour aller chercher plus de gens. Puis moi, je pense que ça passe par deux choses. C'est ouvrir les rideaux le plus possible. Arrêtez de vouloir toujours jouer un peu sur la ligne de « Ah, ben, tu sais, on ne vous le dit pas vraiment si c'est vrai ou pas. » Ce n'est pas révolu. Ouais. Ouvrez-le au complet, le rideau. Moi, là, un des processus créatifs le plus fun que j'ai eu à assister dans ma vie, c'est d'être assis dans un backstage de lutte et de voir deux personnes planifier leur combat, pas dans le ring, dans un vestiaire, juste en se parlant, puis en mimant les manœuvres, puis au bout de 20 minutes d'accoucher d'un combat,
qu'ils vont aller faire pour la première fois dans le ring 1 heure après. Ouais. Moi, c'est un processus créatif que je trouve qui mérite d'être vu et connu de tous. Et je pense que les gens, monsieur, madame, tout le monde, auraient encore plus de respect pour ces gens-là s'ils savaient tout le processus créatif et des réactions comme « Ah ben oui, mais tu sais, il ne se frappe pas pour vrai ». Je pense qu'on en aurait moins s'ils comprenaient le processus derrière. Oui. Mais il y a encore trop de gens dans la lutte qui ont une pensée un petit peu plus ancienne où ils ne sont pas encore sûrs s'il faudrait ouvrir encore les rideaux. Moi, je dis au contraire, ouvrez ça. Donc, pour moi, le futur de la lutte, ça passe par là et ça passe par le niveau athlétique de la lutte et spectaculaire de la lutte. Puis, je pense que je ne verrai juste pas ce point-là dans ma vie où c'était bon. Oui. Mais ça mènerait juste à encore plus de créativité, je pense. Tout à fait. Je pense que oui. T'sais. Le temps passe super vite, Pat, mais Pat, je veux juste, avant, parce que je vais aller vers tes livres, l'écriture de tes livres, est-ce que, si justement tu as parlé du combat de Owens et Zayn, si tu as à montrer un combat à quelqu'un qui veut apprendre la lutte ou qui veut, est-ce que ce serait ce combat-là que tu présenterais ou il y en a un autre qui vient ton combat le plus mémorable, mettons? Mais c'est pas nécessairement mémorable. Il y en a différents. Il y a ce combat-là. Je te dirais Hulk Hogan et Andre the Giant, WrestleMania 3. C'est un combat aussi qui est super simple dans son histoire à comprendre. Deux amis, un décide de trahir l'autre parce que l'autre, il a quelque chose qu'il veut. C'est une histoire qui est simple. C'est l'histoire du gentil qui a de la misère parce que l'autre est beaucoup plus gros que lui. Et au final, il gagne. Donc ça, c'est une histoire qui est facile à comprendre. Cody Rhodes avec Dustin Rhodes à la AEW, qui est un peu le compétiteur de la WWE, il y a 2 ans. Un des rares combats qui m'a fait pleurer à la fin. Donc, je me dis, si moi, j'arrive à aller chercher une émotion. Oui, parce que les deux se battent, puis à la fin, ça demeure 2 frères. Puis là, il était dans une histoire où ils s'affrontaient. Puis à la fin, il y a une genre de réconciliation et tout ça. Fait, tu fais comme c'est une émotion qui est réelle. Encore là, c'est des scénarios simples à comprendre qui se traduisent dans différentes sphères de télévisuel qu'on voit. Fait que moi, c'est souvent ce genre de scénario-là que j'essaie d'aller chercher pour introduire les gens à la lutte. Comment est-ce que tu as vécu le Montreal Screwjob, toi? J'étais là, j'étais au Centre Molson. J'étais pas très, on dit smart à la business dans le jargon. C'est-à-dire que je connaissais pas tout ce qui se passait en arrière-scène. Je connaissais pas encore la terminologie ou rien de ça. Je lisais pas. Moi, je viens de Schlag. Hein, on a eu Vidéotron tard pour côté Internet. Ma connexion Internet ne valait pas de la chenoute. Fait que j'allais pas sur Internet comme tel lire les rumeurs. Moi, je ne savais pas de Bret Hart s'en allait à WCW avant, comme bien du monde semblait savoir. Et moi, je suis assis là avec mes amis. Et à la fin, je réalise qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je vais me souvenir à vie de voir Bret faire le WCW avec ses doigts, avec son doigt. Je me dis, oh, OK, il s'en va à WCW. Ben voyons donc. Ça, c'est le souvenir que j'ai. Bon, évidemment, depuis ce temps-là, j'ai lu et parlé à plein de monde. Puis bon, je pense que je suis un de ceux qui connaît le mieux l'histoire du Montreal Screwjob. Mais ce soir-là, j'étais un peu naïf par rapport à tout ce qui se passait. Okay. David, je ne sais pas si tu sais c'est quoi, là, le Montreal Absolument pas. Fais juste le résumé. Tu dis que tu prends un petit 2 minutes, expliquer aux gens c'est quoi le scénario du Montreal Screwjob. Oui, puis je vais essayer de le vulgariser le plus possible. Bret Hart, c'est une question d'argent. La WWF, à l'époque, avait plus assez d'argent pour payer Bret Hart. Okay. Il y avait une offre de la WCW, donc Vince McMahon lui a dit, écoute, moi, je suis plus capable de te payer. Si l'offre de WCW est là, vas-y. Regarde, je t'en tiendrai pas rigueur. Donc, il signe un contrat avec la WCW et Bret avait une clause dans son contrat, juste pour te montrer qu'on est loin là, du match de lutte encore. Il y avait une clause dans son contrat qui disait que dans le dernier mois de son emploi avec la WWF, il y avait un droit de veto sur les scénarios qui lui étaient proposés. Okay. Et Bret est le champion de la WWF à l'époque. Et à ce moment-là, en 1997, c'est encore très important d'être champion de la fédération. Ça veut dire quelque chose, t'attires. Puis si tu perds ton champion ou si ça ne se fait pas de la bonne façon, ça peut avoir des impacts financiers importants. Okay. Et là, il y a un genre de sentiment de paranoïa à l'intérieur de la WWF où ce que
Bret Hart et Shawn Michaels, qui est le combat que Vince McMahon veut faire pour changer le titre, pour que Shawn devienne champion. Oui, ben oui. Avant qu'il s'en aille à l'autre organisation. Les deux, dans la vraie vie, ne s'entendent pas. Et là, à un moment donné, au point que Bret ne veut pas perdre le titre contre Shawn Michaels, et contractuellement parlant, il avait droit de prendre cette décision-là. Ouais. Et il ne voulait pas perdre au Canada. Il se pensait, Bret, ça c'est une erreur de sa part, c'est un gars de Calgary, qui se pensait populaire d'un océan à l'autre. Évidemment, comme plusieurs Canadiens anglais, ne comprennent pas vraiment la réalité du Québec et que pour nous, ben, c'est un Anglais de Calgary. Tu sais, que lui pensait que s'il perdait à Montréal, il y aurait eu un ME. Non. T'es pas Maurice Richard. T'es pas la Coupe Stanley la soir. Donc, au final, c'est quand même sa prétention. Et ça a été difficile. Ils se sont finalement entendus sur quelque chose qui perdrait le titre quelques semaines plus tard. Mais il y a de la paranoïa qui s'est installée là-dedans. Et Vince McMahon s'est fait proposer l'idée par un de ses adjoints d'aller à l'envers du scénario. Fait que Bret Hart savait le scénario qu'on lui avait dit, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un scénario à côté. Et ça, c'est ce scénario-là qu'on a décidé d'appliquer. Et Bret n'était pas obligé d'être au courant du scénario pour que le scénario fonctionne. C'est comme à la boxe. Là. Le gars qui prend le dive, ben celui qui gagne, il ne sait peut-être pas que le gars il a pris un dive. Lui, au troisième round... C'est truqué, mais il n'est pas au courant, puis il n'est pas obligé d'être au courant. Donc l'arbitre le suit à la dernière minute. Shawn Michaels le savait, Vince McMahon le savait, puis Vince McMahon était là aux abords du ring pour que quand Shawn Michaels met Bret Hart dans une prise de soumission, Bret, lui, ne pensait pas que c'était la fin du match. Et là, l'arbitre, évidemment, ça paraît mal parce que Bret justement, il ne vend pas la manœuvre. Habituellement, quand tu perds, tu tapes, tu abandonnes. Bret n'abandonne jamais, mais l'arbitre fait sonner la cloche. Vince McMahon est là pour dire au gars de cloche, sonne la cloche. Et là, après ça, Bret a su qu'il s'était fait avoir. On a appelé ça un screw job. C'est un screw job. Ça arrivait beaucoup dans les vieilles années, dans les années 20 ou 30. Puis là, c'est devenu le Montreal screw job parce que c'est arrivé à Montréal. OK. C'est bien expliqué. C'est facile à comprendre. OK, good. Là, j'ai envie de parler de tes livres. Tu parlais, tu es un historien de la lutte, tu connais la lutte, mais tu as écrit quelques livres. Parle-nous de ça. Ça vient de où, ta passion d'écrire des livres, justement? Jeune, je voulais devenir journaliste et je n'ai jamais pris ce chemin-là au final. Quand j'ai commencé, un de mes amis, celui avec qui j'ai fait bien des road trips de baseball, avait ouvert un site Internet de lutte. J'ai commencé à écrire des chroniques pour lui. Donc, écrire, c'est une facilité. J'aimais ça écrire, j'ai toujours aimé ça. J'avais fait des petits magazines sur des almanachs, des revues de l'année au Québec. Puis, à un moment donné, je voulais faire un top 25 des meilleurs lutteurs québécois de tous les temps. Et j'ai commencé à écrire des biographies de ces lutteurs-là. J'ai eu de l'aide de quelqu'un et cette personne-là m'a comme dit, écoute, peut-être qu'on pourrait interviewer les lutteurs pour en savoir davantage. Peut-être qu'on pourrait raconter pas juste leur carrière ou leur vie à eux, mais aussi des fois, ils appelaient ça en anglais des side stories, des petites histoires à côté. Mettons, je ne sais pas, on parle de Raymond Rougeau, mais pourquoi on ne fait pas une page ou deux spéciale sur les Rougeaux qui gagnent les titres par équipe à Montréal en 87? Des trucs comme ça. Puis là, à force de coller tout ça ensemble, on s'est dit, on est en train de faire un livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Ça ne s'était jamais fait à l'époque. Cette personne-là, malheureusement, n'a pas pu continuer dans le projet. Son travail lui demandait trop de temps. C'est là que j'ai emmené Bertrand Hébert dans le projet avec moi. Et on n'arrivait pas à trouver un éditeur. Lorsqu'on a fini le livre, on n'arrivait pas à trouver un éditeur en français. Toutes les maisons d'édition au Québec nous disaient, la lutte est morte depuis trop longtemps, ça ne marchera pas, il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Fait qu'on a été du côté anglophone. ECW Press, une maison d'édition de Toronto qui avait publié beaucoup de livres sur la lutte. Et on a traduit 2 chapitres, on leur a envoyé, ils ont adoré l'idée. Et qu'on l'a sorti en anglais en premier. Tu sais, nul n'est prophète en son pays. On a vécu ça. Et on a fait un gros lancement médiatique. Tout le monde était là. Tout le monde. RDS et TVA Sport étaient là live, les deux. Au lancement, l'après, Journal de Montréal, 98.5, Radio-Can, MCG était là pour Infoman, tout le monde était là. Ça a créé beaucoup de publicité au livre. Et là, évidemment, 3 semaines après, il y a une maison d'édition au Québec qui fait comme, on est intéressés, nous autres. Oui. Finalement, Il a sorti en français 6 mois plus tard. Et la première fois c'est à la semaine prochaine, si Dieu le veut, qui est l'histoire de la lutte au Québec.
Et on a la journée qu'on faisait le Salon du Livre, donc un mois après la sortie du livre. Cette journée-là, la première fois qu'on est au Salon du Livre, c'est un jeudi, Mad Dog Vachon décède cette journée-là. Et nos téléphones dérougit pas de la journée. Même notre maison d'édition avait des appels pour nous parler. Je me souviens comme c'était hier. RDS, TVA et Radio-Can voulaient m'avoir les 3 à midi. Je dis, OK, je regarde. Vous n'êtes pas loin de l'autre, là, mais ça se peut pas, ce que vous me demandez là. J'ai fini par faire les 3 là, à des heures différentes, puis j'ai couru d'une place à l'autre. Mais c'était fou. Là. Tout le monde voulait parler de Mad Dog Vachon. Ouais. Le soir même, on a proposé à nos éditeurs une biographie de Mad Dog Vachon. Il y en avait eu une à l'époque, dans les années 80, qui n'était pas bonne, puis qui est plus de notre pas temps. complète, oui, c'est ça. Ben, je veux dire, on cachait les secrets de la lutte, on ne parlait pas des vraies choses. Okay. On a sorti la biographie de Mad Dog Vachon, qui a été traduite en anglais par la suite. Bertrand a travaillé après de son côté sur la biographie de Pat Patterson. C'est un Québécois, Pat Patterson, qui a été le bras droit de Vince McMahon pendant des années et des années, qui est décédé en décembre. Récemment, oui, c'est ça. Ouais. Moi, parallèlement à ça, j'ai écrit un livre sur l'histoire de la lutte féminine avec un journaliste américain que je côtoyais dans les... parce que je suis beaucoup le produit féminin, puis on se croisait souvent dans les mêmes shows aux États-Unis, puis j'ai proposé l'idée de faire ça ensemble. Et on a écrit un livre là-dessus qui est uniquement en anglais, Sisterhood of the Square Circle, qui est toute l'histoire de la lutte féminine. Il n'y avait jamais, ça n'existait pas, ce concept-là, ce livre-là avant. Et comme je disais aussi en début d'entrevue, j'ai été aussi impliqué avec différents documentaires. J'ai participé à un documentaire sur les Rougeaux ici au Québec, sur Mad Dog Vachon. Et probablement le plus gros sur lequel j'ai été impliqué, c'est celui sur le géant ferré, Andrew the Giant, qui a été diffusé à HBO, qui a été vu par 11 millions de personnes à HBO Sports. Et j'ai été interviewé dedans. J'avais aussi un rôle en arrière-scène. C'est moi qui ai été en France avec l'équipe pour interviewer la famille du géant. Il n'y en a pas un là-dedans qui parlait français, bien évidemment. Et puis, suite à ça, on a proposé l'idée de faire un livre sur le géant ferré, une biographie. Encore là, il y en avait eu une qui n'était pas complète, qui n'était pas... Le géant ferré, il y a beaucoup de mythes autour de lui. Ouais. Nous, on ne voulait pas embarquer dans ces mythes-là, on voulait raconter la réalité. Ouais. Donc, 600 pages plus tard, on a accouché d'un livre l'année dernière, encore une fois, qui est en anglais et en français. La 8e merveille du monde... le géant ferré, la 8e merveille du monde. Donc, c'est la première fois que toute sa vraie histoire était racontée. Okay. Donc, c'est notre plus récent. Puis, là, je travaille sur un autre projet qui est je sors du monde de la lutte. Ah ouais. Je reviens à mes premiers amours. Moi, avant de connaître l'histoire de la lutte, je connaissais l'histoire du hockey. Jeune, à 9-10 ans, là, j'aurais pu vous dire par cœur toutes les expansions qu'il y a eu dans l'histoire du hockey, les équipes, les années. Je lisais là-dessus, je vous le disais, j'ai un père qui est plus vieux. Donc, moi, mon père était là au forum le soir de l'émeute de Maurice Richard. OK. Fait que moi, il me parlait de lutteurs et de joueurs de hockey qui étaient à une autre époque que ma mère, mettons. T'sais, ma mère avait plus connu les années 60, mettons, 70. Mon père avait connu les années 40-50. Donc, moi, l'histoire du hockey, l'histoire de la lutte, c'est deux choses que j'ai connues parallèlement, mais le hockey encore plus au début. Donc là, mon prochain bouquin va être la biographie d'un des plus grands joueurs de l'histoire du Canadien, Émile Butch Bouchard. Ah, ouais. Que son numéro avait été retiré au match du centenaire. Cool. Ben oui, ben oui. C'est prévu pour quand, Pat? C'est prévu pour l'automne 2022. Wow. Okay. Ouais, fait que je reste un peu dans mon côté histoire. C'est un personnage qui a vécu à une autre époque, dans les années 40, 50, 60. Bon, il a joué dans les années 40, 50. Il est décédé maintenant aujourd'hui. J'ai la collaboration de la famille. Mais bon, c'est un concept que j'ai fait avec le géant ferré, avec Mad Dog Vachon. C'est un type de livre que je connais bien, la biographie. Et puis, là, c'est sûr, il faut que je fasse un peu plus mes devoirs parce que, bon, la lutte, après autant d'années, il y a bien des affaires que je pouvais m'installer devant mon ordi puis écrire, puis même pas obligé de rien rechercher. Là, ça me demande un peu plus de recherche, mais c'est hyper motivant et stimulant. Oui. Puis, ça me rappelle de bien faire mes devoirs dans tout ce processus-là. C'est vraiment, vraiment cool. Vraiment cool. Fait que là, ça te fait, si on ne compte pas celui que tu vas sortir sur Émile Butch Bouchard, ça te fait combien de livres, total? 4, dont 3 qui ont été publiés dans les 2 langues, le français et l'anglais. Puis un 5e à venir. Oui.
Exact. Good. Exact. Excellent. Et un 6e, 7e, 8e, j'imagine. Tu es encore jeune, fait qu'il y en a une couple qui vont écoute, tu sais, moi, je me souviens, on a fait notre premier livre, puis on ne pensait pas en écrire d'autres. Et puis, là, finalement, ben, tu vois, moi, j'ai écrit tous ces livres-là, sauf sur la lutte des femmes, là, la lutte féminine. J'ai écrit tous les autres avec Bertrand Hébert. Mais là, tu vois, Bertrand a écrit Pat Patterson et il est en train de travailler avec Marc Blondin sur la biographie de Marc, de son côté à lui. Fait que oui, tu sais, regarde, j'ai arrêté de dire peut-être que c'est mon dernier. Je sais pas. Là, j'aime ça, je trippe à écrire et tant qu'il va y avoir des projets intéressants, puis tant que les éditeurs vont vouloir me donner cette tribune-là, ben, je vais la prendre. Puis, mais tu sais, j'ai des chroniques régulièrement sur le tvasport.ca. J'écris des chroniques sur lutte.québec, qui est un site spécialisé ici au Québec sur la lutte. Fait que, tu sais, écrire, j'aime ça, j'ai une passion pour ça également. Et puis, des fois, j'ai besoin d'une pause, mais tu sais, ça, c'est comme n'importe quoi. Non, c'est clair. Pat, les gens qui veulent se procurer tes livres, ils le font comment? Mais écoute, Amazon.ca est souvent la façon la plus simple parce que, bon, les plus vieux titres sont moins disponibles en librairie. Par contre, le Géant Ferré, ça, il est encore très, très, très présent sur les tablettes. Si vous allez dans les Archambault, dans les Renaud-Bré, vous allez le trouver facilement. Si vous ne voulez pas sortir de chez vous, il y a les commandes en ligne, évidemment, avec ces mêmes librairies-là. Sinon, vous pouvez aller dans votre librairie à côté de chez vous, puis le commander s'ils ne l'ont pas. Ils ont une façon de le commander, ça, c'est sûr. Pour les plus vieux titres, Amazon.ca, c'est souvent la meilleure façon. Parfait. Puis si on veut te suivre avec ton podcast ou à TVA Sport, c'est tes heures, tes plages horaires et tout ça, c'est quoi? Oui, bien, TVA Sport, la lutte, Raw, on a 1 heure par semaine de Raw, donc c'est un condensé d'1 heure. Moi et Kevin Raphaël, on aime dire que c'est la meilleure heure de Raw. Puis bon, il y a un côté, tu sais, on amène notre couleur à ça, là, c'est en français. Ça ne sera pas le même genre de commentateur que vous allez entendre en anglais parce que nous, on a 1 heure. Nous, même pas 1 heure, c'est genre 46 minutes. Avec les pauses. On a 46 minutes, puis on a juste ce qu'on appelle des high spots. Là. On a juste quelque chose qui bouge. On n'a pas le temps, nous, de relaxer. On n'a pas le temps, on n'a pas un 3 ans. On n'a pas le temps de raconter toute l'histoire de A à Z. Nous, on nous en présente juste une certaine partie. Il faut toujours être dans le tapis, mais on amène notre couleur, on amène notre personnalité à ça. Certains disent des fois que c'est meilleur écouter cette heure-là que le 3 heures au complet en anglais. Donc, ça, c'est à TVA Sport 2 les mercredis à 21 h, en reprise à TVA Sport du jeudi au dimanche. Les Antipodes de la lutte, c'est notre balado sur la lutte. Sur la lutte, mais tu sais, on ne s'empêchera pas de bifurquer des fois puis de parler de deux chums, deux gars qui suivent le sport et de parler d'autres choses si ça donne. C'est 2 fois semaine, les mardis et les jeudis, disponibles sur Cube Radio, TVA Sport et Apple, Google et Spotify et partout où vous écoutez vos balados. J'ai des blogs sur le tvasport.ca de façon rien de régulier, mais bon, j'en ai plusieurs en banque. Puis bon, quand j'en sors, je les publie habituellement ou je les partage sur mes différents réseaux sociaux qui sont en fait Pat Laprade sur Twitter, Instagram et Facebook. Suivez-moi, ajoutez-moi, ça me fait toujours plaisir de répondre aux questions ou bien de parler de lutte avec les amateurs. Je vais te suivre à partir de ce soir, Pat. Un gros merci pour vrai. Puis je te dis déjà, je vais sûrement recommuniquer avec toi quand on va voir parler de lutte parce qu'il y a tellement de sujets, tu sais, c'est à l'infini. On a juste touché la pointe, on dirait. Puis moi, je veux entendre David après qu'il ait écouté un match ou 2 de lutte. Là. Sans faute. Je vais avoir les impressions. À ce moment-là, je te garantis qu'on se revoit. Mais quand il y a WrestleMania ou quoi que ça, on fera un spécial, puis tu vas voir, je vais en savoir déjà un peu plus. Ben, excellent, ça. Excellent. Un gros merci, Pat. Merci beaucoup pour ton passage, Pat. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous autres de l'invitation. Bonne soirée. Puis, Corb, comment t'aimes la lutte? Là? Ben, écoute, je suis encore au même niveau dans mon niveau d'amour, mais j'ai une ouverture d'esprit à l'écouter puis de l'écouter différemment. Éventuellement, mais que je tombe dessus la prochaine fois, je vais essayer de ne pas l'écouter en riant, mais plus sérieusement, à comprendre un peu plus ce que Pat nous a expliqué. Oui. Puis je pense que son 45 minutes, 1 heure avec lui au lieu du show complet, je pense qu'il lui va t'amener à aimer ça. Puis moi, je me mets là-dedans aussi parce que je n'écoute pas régulièrement la lutte non plus. Là. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir un petit 45 minutes, de voir les
ce qui est intéressant, pas les longueurs. C'est juste une façon haute de l'écouter, de l'écouter d'un autre œil. Puis là, on a fait du off-cam avec aussi, puis éventuellement, avec mes devoirs soient faits, on va le réinviter pour y aller un petit peu plus en profondeur. Exact. Il nous explique que la réalité d'un lutteur, c'est un peu comme nous autres, là. Un peu différent au niveau de l'horaire, mais c'est le même monde que nous autres, c'est super intéressant. Exactement. Fait qu'on va sûrement le recevoir à un moment donné, puis nous, on va faire nos devoirs, puis on va écouter un peu plus de lutte. Exact. Cord, merci. Bonne soirée. Merci à toi, man. On se voit dans un prochain podcast.